L'hélicoptère descendit à travers un tourbillon de feuilles d'automne, révélant une géométrie terrible en contrebas. 47 dalles de béton rectangulaires s'étendaient sur le sol de la vallée en rangée parfaite, chacune marquant l'endroit où une maison s'était autrefois dressée. Vu du ciel, cela ressemblait à un cimetière moderne, précis, ordonné et totalement vide de vie. Les couleurs chaudes de la Provence, l'ocre de la terre et le vert argenté des oliviers, rendaient la scène encore plus sinistre, une cicatrice grise et calculée sur le visage vibrant du paysage. « Je lui ai promis que je ne viendrai jamais ici », murmura Monique Dubois, ses cheveux argentés fouettant son visage alors qu'elle contemplait le domaine interdit. Après 20 ans de mariage et 3 jours de veuvage, elle rompait enfin son vœu sacré envers Jean. « Moi, Monique Dubois, je vous prends, vous, Jean Leclerc, comme époux. » Le souvenir l'envahit comme une douce pluie d'été, un écho d'un bonheur si parfait qu'il semblait maintenant appartenir à une autre vie. Leur journée de mariage, 20 ans plus tôt en 2004, avait été idyllique. Une cérémonie dans le jardin du domaine de ses parents près de Lyon. Les roses étaient en pleine floraison, leur parfum flottant dans l'air, et Jean la regardait avec ses yeux bruns et bienveillants qui avaient capturé son cœur dès leur première rencontre. Oui, avait-elle dit, chaque syllabe chargée de promesses et d'amour. La réception avait scintillé de champagne et de rire. Alors que le soir tombait, Jean l'avait entraîné loin de la foule, vers le petit bassin au bord de la propriété, où les nénuphars flottaient paisiblement sous la lumière déclinante de la lune naissante. Son expression était devenue sérieuse dans la pénombre. « Monique, je dois te demander quelque chose d'important, » avait-il dit, prenant ses 2 mains dans les siennes. Sa chaleur était un point d'ancrage dans le monde. « Il y a une propriété que je possède, appelée le domaine de l'eau Noire, en Provence. J'ai besoin de ta promesse que tu n'iras jamais là-bas. » Elle avait d'abord ri, pensant à une plaisanterie, une fantaisie romantique. « C'est là que tu caches toutes tes ex-petites amies ?» Mais Jean n'avait pas souri. « Je suis sérieux, Monique. C'est la seule chose que je te demanderai jamais de prendre pour acquise. S'il te plaît, promets-moi que tu n'iras jamais là-bas. Ne pose jamais de questions à ce sujet. C'est compliqué. » Quelque chose dans ses yeux, une ombre de peur peut-être, une profondeur insondable, avait étouffé ses questions. « Je le promets », avait-elle dit, et pendant 20 ans, elle avait tenu cette promesse. À travers les anniversaires, les changements de carrière, les dimanches matins tranquilles à lire Le Monde avec des croissants, elle n'avait jamais posé de questions sur le domaine de l'eau Noire. Chaque mois, lorsque Jean préparait un petit sac et disait « Je dois aller vérifier certains investissements », elle l'embrassait sans un mot sur sa destination. Leur mariage avait été rempli d'amour et de rire. Le cabinet d'architecture de Jean avait prospéré, concevant des bâtiments durables à travers le pays. Ils avaient voyagé dans le monde entier, construit une belle maison à Lyon, soutenu les rêves de l'un et de l'autre. S'il y avait un secret entre eux, Monique avait fait la paix avec lui. Certains mystères, croyait-elle, valait mieux ne pas être dérangés. Jusqu'à il y a 3 jours, quand Jean n'était pas revenu de son jogging matinal. Les funérailles avaient été un brouillard de costumes noirs et de condoléances murmurées. Sandrine, la sœur cadette de Monique, était restée à ses côtés, une présence stable alors que Monique hochait la tête mécaniquement aux histoires sur la générosité de Jean, son esprit brillant, son cœur bon. Madame Leclerc, un homme de grande taille avec des lunettes à monture métallique s'était approché lors de la réception. « Stéphane Lambert, j'étais l'avocat de votre mari. Quand vous serez prête, nous devrons discuter de questions urgentes concernant sa succession. » Maintenant seule dans le bureau de Jean, la nuit après les funérailles, Monique était assise à son bureau, une seule lampe projetant des ombres sur le bois poli. Elle avait trouvé le carnet accidentellement, en cherchant des papiers d'assurance. Reliés en cuir usé, ces pages étaient remplies de l'écriture précise d'architecte de Jean, des coordonnées, des dates, des noms qu'elle ne reconnaissait pas, et des notes critiques qui n'avaient aucun sens. Sur la dernière page, datée de seulement 2 semaines plus tôt, il avait écrit « S'il m'arrive quelque chose, M doit connaître la vérité. » Coordonnées de l'installation principale 44 763 N, 7.2903 E. La clé est dans le modèle réduit de l'Opéra Garnier. Les mains de Monique tremblaient alors qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque où Jean gardait ses maquettes d'architecture. La petite réplique de l'Opéra Garnier avait toujours été sa préférée. Elle la souleva délicatement, la retournant pour trouver un petit compartiment qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. À l'intérieur se trouvait une simple clé USB. Son ordinateur portable s'anima, l'écran illuminant son visage baigné de larmes alors qu'elle insérait la clé. Un seul fichier vidéo apparut.
Le visage de Jean emplit l'écran, son expression grave. Monique, mon amour, si tu regardes ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. J'ai passé 20 ans à tenir une promesse de protéger des gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Maintenant, je dois te demander de rompre ta promesse envers moi. Tu dois aller au domaine de l'eau noire. Tout y est expliqué. Mais tu dois te dépêcher. Il y a des gens qui essaieront d'effacer ce que j'ai construit. Les coordonnées sont dans mon carnet. Je suis tellement désolé pour les secrets. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi je ne pouvais pas te le dire. Je t'aime plus que tout au monde. La vidéo se termina brusquement. Monique resta immobile, fixant l'image figée du visage de son mari. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Madame Leclerc, ici Stéphane Lambert. Des questions urgentes sont survenues concernant la propriété en Provence. Méridien Environnement demande une opération de nettoyage immédiate à partir de lundi. Veuillez appeler immédiatement. Nous étions vendredi. Quoique Jean est protégé, cela allait être effacé en moins de 72 heures. Le bureau de Stéphane Lambert surplombait le centre-ville de Lyon, les lumières de la ville scintillant à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Malgré l'heure tardive, l'avocat avait accepté de rencontrer Monique immédiatement. Madame Leclerc, je m'excuse de vous envoyer un SMS si tard. Normalement, je vous laisserai le temps de faire votre deuil, mais les circonstances sont pressantes. Il désigna un fauteuil en cuir en face de son bureau massif. Monique dit, Maître Lambert, je viens de regarder une vidéo de mon mari suggérant que sa mort pourrait ne pas avoir été un accident. J'aimerais des réponses claires. Je craignais cela. Il retira ses lunettes, se frottant l'arête du nez. Votre mari maintenait des arrangements juridiques inhabituels concernant le domaine de l'eau noire. La propriété appartient techniquement à une fiducie dont vous êtes l'unique bénéficiaire, mais avec des conditions. Quel genre de conditions? Pour prendre le contrôle de la propriété, vous devez personnellement visiter l'installation principale dans les 7 jours suivant son décès et entrer un code spécifique dans le système de sécurité. Le code change quotidiennement. Celui d'aujourd'hui est dans cette enveloppe. Il fit glisser une enveloppe scellée sur le bureau. Si vous ne terminez pas cette tâche avant mercredi à minuit, le contrôle de la propriété revient par défaut à Méridien Environnement pour une réhabilitation écologique. Cela n'a aucun sens. Pourquoi Jean créerait-il des conditions aussi impossibles? Votre mari était prudent. Il voulait s'assurer que vous seul prendriez les décisions concernant l'avenir de la propriété. Lambert hésita. Il y a plus. La taxe foncière annuelle est de 2470 €. Il y a des dépenses mensuelles importantes pour l'entretien et la sécurité. Tout était payé par une série de sociétés écrans que Jean a créées. Comment pouvait-il se permettre cela? Nous vivons bien, mais pas à ce point. Ce qui m'amène à un autre sujet. Lambert sortit un autre document. Votre mari avait une police d'assurance vie de 73 millions d'euros. La bénéficiaire, c'est vous, avec des instructions spécifiques pour qu'une partie soit utilisée pour entretenir le domaine de l'eau noire. 73 millions d'euros? Monique sentit la pièce vaciller légèrement. C'est impossible. J'aurais su. La police a été souscrite par l'une de ses entités commerciales. Très peu de gens étaient au courant. Lambert semblait mal à l'aise. Madame Leclerc, je suis l'avocat de votre mari depuis 15 ans. Pendant ce temps, j'ai appris à ne pas poser trop de questions sur le domaine de l'eau noire. Jean était catégorique sur la protection de ceux qui s'y trouvent. Et maintenant, Méridien Environnement veut le nettoyer. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ils ont déposé une requête d'urgence invoquant des risques environnementaux qui nécessitent une remédiation immédiate. Ils agissent avec une vitesse inhabituelle. Les bulldozers arrivent lundi matin. Pouvons-nous les arrêter légalement? Nous pourrions essayer d'obtenir une injonction, mais sans savoir ce qu'il y a réellement sur la propriété. Il écarta les mains, impuissant. Jean a toujours géré ses défis personnellement. Comment? Que faisait-il lorsque des entreprises tentaient cela auparavant? Je ne sais pas. Il n'a jamais partagé ses méthodes avec moi. Monique étudia le visage de l'avocat. Il cachait quelque chose, mais le poussé n'aiderait pas. Elle se leva, rassemblant son sac à main et le carnet de Jean. Merci de m'avoir rencontré, Maître Lambert. J'aurai besoin de toute la documentation que vous avez sur le domaine de l'eau noire.
bien sûr, je ferai tout envoyer chez vous demain matin. Son soulagement à son départ était palpable. Madame Leclerc, quoi que vous décidiez de faire, s'il vous plaît, soyez prudente. Votre mari a déployé des efforts extraordinaires pour protéger cette propriété. Il devait y avoir une raison. De retour à la maison, Monique ne pouvait pas dormir. Elle rôdait dans le bureau de Jean, cherchant des indices. Au fond de son placard, derrière des rangées de costumes sur mesure, elle trouva une armoire verrouillée qu'elle n'avait jamais remarquée. La clé était suspendue bien en vue parmi ses clés de tous les jours, ne se distinguant que par un petit point noir. À l'intérieur de l'armoire se trouvaient 3 téléphones cryptés, une pile de manuels de médecine avec des passages surlignés, et des plans d'architecte pour ce qui semblait être des structures souterraines. Un dossier intitulé « Méridien » contenait des coupures de presse sur des accidents industriels et des règlements d'entreprise. Le plus troublant était un cahier rempli de ce qui ressemblait à des données médicales, rythme cardiaque, dosage de médicaments et spécifications techniques pour quelque chose appelé « protocole d'accès à distance pour un plan cardiaque ». Jean avait entouré certaines entrées en rouge avec des points d'interrogation et le mot « vulnérable » griffonné dans les marges. L'aube se levait lorsque le téléphone de Monique sonna. C'était Sandrine. « Monique, tu vas bien ? Je me suis inquiété. »« Je vais bien, Sandrine. Je découvre juste des choses sur Jean que je n'ai jamais su. » « Comme quoi ? » ?»« Il avait des secrets. De gros secrets. » Une pause. « Est-ce que ça concerne ses voyages mensuels ? » ?»« J'ai toujours trouvé ça étrange. »« Tu n'as jamais rien dit. » Qu'est-ce que j'étais censé dire ? Et, je pense que ton mari parfait cache peut-être quelque chose. Tu étais heureuse, Monique. Je l'étais, la voix de Monique se brisa. Mais maintenant, je ne sais plus quoi croire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Monique regarda les preuves étalées sur le sol. Le plan d'un endroit qu'elle avait promis de ne jamais visiter. Les téléphones cryptés, les mystérieuses notes médicales. Je vais en Provence aujourd'hui. Je viens avec toi, dit Sandrine. Non. C'est quelque chose que je dois faire seule. Le ton de Monique ne laissait aucune place à la discussion. Mais j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin que tu me trouves quelqu'un qui puisse me piloter jusqu'à un domaine isolé. Un pilote ? Monique ? Qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais le savoir, Sandrine. J'aimerais vraiment le savoir. 1 heure plus tard, Sandrine envoya un SMS avec un nom. Valérie Lefebvre, une pilote d'hélicoptère spécialisée dans les terrains montagneux. Elle attend ton appel. Fais attention, Monique. Quoi que Jean ait pu manigancer, fais simplement attention. Monique fixa le dossier de Méridien Environnement que Lambert avait transféré. Des lettres rouges en gras déclaraient « Assainissement immédiat requis » et décrivaient des plans de démolition complète à partir de lundi matin. L'entête de la société présentait un paysage de montagne serein avec le slogan « Protéger l'équilibre de la nature ». Il n'y avait rien d'équilibré dans l'urgence de leur requête. Quoique Jean ait protégé pendant 20 ans, Méridien était déterminé à le détruire dans les jours suivant sa mort. Le petit aérodrome municipal près de Sisteron, en Provence, bourdonnait d'activités de week-end, principalement des touristes se dirigeant vers les montagnes pour des randonnées d'automne. Monique se tenait à côté de sa seule valise, scrutant le tarmac à la recherche de sa pilote. Après un vol sans sommeil depuis Lyon, l'épuisement la tiraillait, mais la détermination le repoussait. « Madame Leclerc ?» Une femme au début de la quarantaine s'approcha. Son visage buriné parlait d'années passées au soleil, et ses yeux sombres contenaient une lassitude qui semblait correspondre à celle de Monique. « Valérie Lefebvre. Votre sœur a dit que vous deviez vous rendre au domaine de l'eau noire. » Monique hocha la tête. « Merci d'avoir accepté à si court préavis. » Sandrine a mentionné que c'était urgent. Valérie l'étudia avec une curiosité non dissimulée. C'est une propriété privée, espace aérien restreint. Techniquement, mon mari en était propriétaire. Il est décédé il y a 3 jours. Je suis désolé pour votre perte. Elle hésita. Le nom Leclerc. Votre mari était-il Jean Leclerc, l'architecte ? Oui. Vous le connaissiez ? Non, mais, Valérie jeta un coup d'œil autour du terminal animé. Parlons-en dans l'hélicoptère. Elles traversèrent le tarmac jusqu'à un hélicoptère bleu et blanc élégant. Une fois à l'intérieur,
Valérie commença ses vérifications prévol avec une efficacité rodée. Ma fille était journaliste environnementale, dit-elle brusquement, les yeux fixés sur le tableau de bord. Chloé. Il y a 2 ans, elle enquêtait sur des dissimulations d'entreprises concernant des déversements de déchets toxiques. Elle a mentionné un homme nommé Leclerc qui aidait les lanceurs d'alerte. Le cœur de Monique s'accéléra. Que lui est-il arrivé? Accident de voiture. Conduite de frein sectionné. La police a conclu à une tragique défaillance mécanique. Sa voix était plate, dépouillée d'émotion à force de répétition. Elle était sur le point de découvrir quelque chose d'énorme impliquant une société appelée Méridien Environnement. Méridien essaie de saisir la propriété de mon mari, dit doucement Monique. Alors nous ferions mieux de nous dépêcher. L'hélicoptère s'éleva en douceur, virant vers les montagnes qui se dressaient au loin. Alors qu'il prenait de l'altitude, Valérie tendit à Monique un casque pour communiquer par-dessus le bruit du rotor. Vos coordonnées mènent à une vallée à environ 40 minutes d'ici, dit Valérie. Un endroit isolé. Les locaux l'appellent la vallée de l'eau noire à cause de la rivière sombre qui la traverse. Le paysage en dessous se transforma de petites villes et de terres agricoles en une nature sauvage et accidentée. Les forêts de pins cédèrent la place à des affleurements rocheux, les couleurs de l'automne peignant les flancs des montagnes de rouge et d'or brillant. Avez-vous déjà essayé de savoir sur quoi votre fille enquêtait? Demanda Monique. Chaque jour depuis 2 ans, répondit Valérie. Je n'ai trouvé que des impasses et des avertissements d'arrêter de poser des questions. Elle ajusta légèrement leur trajectoire. Nous approchons des coordonnées. La vallée de l'eau noire est juste derrière cette crête. L'hélicoptère franchit la montagne et soudain, la vallée s'étendit devant elle. Monique eut le souffle coupé. D'en haut, la dévastation était choquante. Ce qui avait dû être une petite communauté gisait en ruine. Des fondations rectangulaires en béton, 47 d'entre elles disposées avec précision, s'étiraient sur le sol de la vallée. Toutes les structures avaient été rasées, ne laissant que les empreintes des bâtiments. Mon Dieu, murmura Monique. Que s'est-il passé ici? Valérie décrivit un cercle plus bas. Ce n'était pas une catastrophe naturelle. Regardez le schéma de destruction. Trop net, trop complet. C'était une démolition contrôlée. Au centre de la communauté dévastée se dressait un seul grand bâtiment, encore intact. Contrairement aux fondations des maisons, cette structure était construite à flanc de colline, partiellement souterraine. Une route de gravier serpentait de ce bâtiment central à ce qui semblait être une aire d'atterrissage. Pouvons-nous nous poser là? Monique désigna l'aire d'atterrissage. Valérie hocha la tête. Alors qu'ils atterrissaient, Monique remarqua des panneaux solaires scintillants sur le toit du bâtiment central. Quelqu'un maintenait l'alimentation électrique. Ça n'a pas l'air abandonné, observa Valérie alors qu'elle retirait leur casque. L'aire d'atterrissage est débarrassée de tout débris. Quelqu'un l'a maintenue prête à l'emploi. Monique sortit, l'air de la montagne vive dans ses poumons. Le silence était profond. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste le gémissement décroissant du moteur de l'hélicoptère qui s'éteignait. Je viens avec vous, dit Valérie. Lorsque Monique commença à protester, la pilote ajouta fermement, ma fille est morte en essayant de trouver la vérité cachée ici. Je n'attendrai pas dans l'hélicoptère. Elles marchèrent ensemble le long d'un chemin de gravier en direction du bâtiment principal. Chaque fondation en béton qu'elles passaient racontait la même histoire. Des maisons détruites avec une précision chirurgicale, ne laissant que des dalles plates. Pas de débris, pas de restes, juste des rectangles vides marquant l'endroit où des gens avaient autrefois vécu. Ce n'était pas seulement une propriété, dit Monique. C'était une communauté. Alors qu'elles approchaient du bâtiment central, une caméra de sécurité montée au-dessus de l'entrée pivota pour suivre leurs mouvements. À côté de la lourde porte en acier se trouvait un clavier numérique attendant un code. Monique sortit l'enveloppe que Stéphane Lambert lui avait donnée. À l'intérieur se trouvait une séquence de chiffres et de lettres changeant quotidiennement. Le code du jour, c'est HVAO 2210 promesse. Ses mains tremblaient alors qu'elle entrait la séquence. Pendant 20 ans, elle avait tenu sa promesse de ne jamais venir ici. Maintenant, rompre ce vœu pourrait être le seul moyen d'honorer la mémoire de Jean. Le clavier clignota en vert. La lourde porte se déverrouilla avec un sifflement pneumatique. La porte s'ouvrit pour révéler un hall d'entrée moderne et bien éclairé. Des lumières à détecteur de mouvement s'allumèrent devant elle,
illuminant un couloir qui descendait doucement à flanc de colline. L'air était étonnamment frais pour une installation souterraine, suggérant un système de ventilation avancé. « Quelqu'un entretient cet endroit », observa Valérie. « Pas de poussière, pas de toile d'araignée. » Monique hocha la tête, avançant prudemment. Les murs étaient bordés de dessins d'architecture encadrés, tous dans le style distinctif de Jean. Chacun montrait différents aspects de l'installation dans laquelle elles entraient maintenant, des logements, des installations médicales, des jardins hydroponiques. « Il a conçu tout cela », murmura Monique. « C'était l'œuvre de sa vie, et je n'en ai jamais rien su. » Le couloir s'ouvrait sur une salle de contrôle circulaire dominée par un bureau en forme de fer à cheval avec plusieurs moniteurs d'ordinateur. Tous étaient éteints, sauf un, qui affichait un message pulsant, identité confirmée. Monique Dubois. Accès accordé au protocole primaire. Sous le message se trouvait une simple invite, lire le dernier message. Monique prit une profonde inspiration et appuya sur oui. Les moniteurs de la pièce s'illuminèrent soudainement, affichant tous la même image, Jean assis dans ce qui semblait être cette même pièce. Il avait l'air fatigué, son apparence normalement soignée légèrement débraillée. L'horodatage indiquait que l'enregistrement avait été fait à peine 10 jours plus tôt. « Monique, commença-t-il. Si tu regardes ceci, alors je suis parti et tu as rompu ta promesse de ne jamais venir ici. Merci pour ça. Certaines promesses sont faites pour être rompues lorsque le coût de les tenir devient trop élevé. » Il s'agita sur sa chaise, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Un geste si familier qu'il fit mal au cœur de Monique. « Je dois te raconter une histoire qui a commencé il y a 25 ans, 5 ans avant notre rencontre. J'étais un jeune architecte travaillant sur un site industriel pour Méridien Industrie en Lorraine. Pendant la construction, un des ouvriers, Antoine Garcia, a découvert des documents prouvant que l'entreprise déversait secrètement des produits chimiques toxiques qui empoisonnaient une communauté voisine. L'écran se divisa pour montrer des photos d'une jeune famille, un homme, une femme et 2 jeunes enfants. Antoine et sa femme Catherine sont venus me voir parce que j'avais accès au plan du bâtiment. Ils avaient besoin d'un endroit sûr pour copier des documents avant d'aller voir les autorités. Je les ai aidés, pensant naïvement que le système les protégerait. L'expression de Jean s'assombrit. 3 jours plus tard, leur maison a brûlé avec eux à l'intérieur. La police a parlé d'un incendie électrique. Leurs enfants n'ont survécu que parce qu'ils étaient chez une tante cette nuit-là. Monique haleta doucement, sa main se portant à sa bouche. Je savais que ce n'était pas un accident. Les documents qu'Antoine avait rassemblés avaient disparu de son casier au travail. L'enquête a été classée en un temps record, et le dirigeant de l'entreprise qui avait été impliqué a reçu une promotion le mois suivant. Jean se pencha en avant. Je ne pouvais pas laisser tomber, Monique. J'ai retrouvé les enfants Garcia, Manon et Lucas. Leur tante était terrifiée, convaincue que l'incendie était criminel. J'ai utilisé mes économies pour les aider à déménager, à créer de nouvelles identités, et je me suis promis de créer un endroit où des gens comme les Garcia pourraient être en sécurité. L'écran afficha des plans d'architectes datés de 1999. La conception initiale du domaine de l'eau noire. J'ai acheté ce terrain par l'intermédiaire de sociétés écrans. J'ai conçu la communauté pour qu'elle soit autosuffisante et sécurisée. Au fil du temps, elle est devenue un sanctuaire pour les lanceurs d'alerte, les témoins et d'autres personnes ciblées par des intérêts puissants. Pendant 25 ans, nous avons aidé les gens à reconstruire leur vie jusqu'à ce qu'il soit sûr pour eux de réintégrer la société ou, dans certains cas, fourni un foyer permanent pour ceux qui ne pourraient jamais réapparaître en toute sécurité. Des images défilèrent sur les écrans. Des familles jardinant ensemble. Des enfants jouant dans ce qui semblait être une école souterraine. Des installations médicales où des blessés étaient soignés. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais déjà depuis 5 ans dans ce projet. Je suis tombé amoureux de toi instantanément, Monique, mais j'étais terrifié que mon travail te mette en danger. C'est pourquoi je t'ai demandé de promettre de ne jamais venir ici. Je voulais garder ces 2 mondes séparés pour te protéger, toi, et les gens qui dépendaient de moi. Le visage de Jean emplit à nouveau tous les écrans. Son expression était douloureuse. Chaque mois, quand je te disais que j'allais vérifier des investissements, je venais ici. Chaque appel téléphonique secret, chaque email crypté, tout cela visait à protéger ces gens. Et je détestais te mentir. Ça a été le plus grand regret de ma vie, de créer cette distance entre nous. Il marqua une pause, déglutissant difficilement.
Le domaine de l'eau noire n'est qu'un des 12 sanctuaires à travers le pays. Chacun fonctionne de manière indépendante, mais nous nous coordonnons pour reloger les gens si nécessaire. Au fil des ans, Méridien Environnement, une société issue de Méridien Industrie, a systématiquement ciblé ces sanctuaires. Il y a 3 ans, ils ont découvert cet emplacement. Les écrans montrèrent des images satellites de la vallée, les eurodatages indiquant qu'elles avaient été prises au cours des 3 dernières années. Ils ne pouvaient pas agir contre nous directement. Trop de questions auraient été soulevées. Alors ils ont commencé une campagne de guerre psychologique. D'abord des défis juridiques sur les droits de l'eau et les limites de propriété. Puis de mystérieux accidents survenant à nos livraisons de fournitures. Finalement, ils ont commencé à cibler nos fondateurs et nos sympathisants. Sa voix devint sombre. Il y a 6 mois, ils ont commencé à détruire systématiquement les structures résidentielles. Toujours quand elles étaient vides, toujours avec une précision parfaite. C'était un message, nous pouvons vous atteindre n'importe quand. Nous avons évacué la plupart des résidents vers d'autres sanctuaires, ne gardant que l'installation centrale opérationnelle. Jean attrapa quelque chose hors champ, revenant avec un appareil médical. Monique reconnut un stimulateur cardiaque similaire à celui qu'on lui avait implanté 2 ans plus tôt après un léger problème cardiaque. Le mois dernier, j'ai découvert quelque chose de terrifiant. 3 autres fondateurs de sanctuaires sont morts d'arrêt cardiaque soudain à quelques semaines d'intervalle. Tous avaient des appareils cardiaques du même fabricant. Tous les décès ont été classés comme cause naturelle. Il brandit le stimulateur cardiaque. Ces appareils peuvent être consultés à distance pour la surveillance. Entre de mauvaises mains, cet accès peut être militarisé. Le sang de Monique se glaça. La mort soudaine de Jean pendant son jogging matinal. Son cœur s'était simplement arrêté. J'ai rassemblé des preuves, préparé un dossier pour tout exposer, mais je crains de manquer de temps. Son expression s'adoucit. Monique, mon amour, je suis tellement désolé de te laisser ce fardeau. Dans la salle d'épreuves, au bout du couloir, tu trouveras tout ce que j'ai collecté. Les personnes qui vivaient ici ont été relogées, mais elles sont toujours en danger. Méridien ne s'arrêtera pas tant que toutes les preuves de leurs crimes ne seront pas détruites et que chaque témoin ne sera pas réduit au silence. Les yeux de Jean s'emplirent de larmes. Je t'aime plus que tout au monde. Pardonne-moi pour les secrets. Quoi que tu décides de faire de ces informations, les exposer, t'en aller, continuer le travail, je comprendrai. C'était mon combat, pas le tien. Mais c'est devenu le travail le plus important de ma vie, et je ne pouvais pas abandonner ces gens. L'image se figea sur le visage de Jean, puis s'estompa au noir. Un message apparut, fichiers supplémentaires accessibles depuis le terminal principal. Monique se tenait immobile, des larmes coulant sur son visage. L'homme qu'elle avait aimé pendant 20 ans avait mené une double vie, non pas de trahison, mais de courage profond. Il avait construit un refuge pour les pourchasser, protéger les vulnérables, et finalement donné sa vie pour eux. La voix de Valérie rompit le silence. Votre mari essayait d'aider des gens comme ma Chloé. Sa voix se cassa. Elle essayait aussi de dénoncer Méridien. Monique essuya ses larmes. Jean a dit qu'il y a une salle d'épreuve. Allons la trouver. Alors qu'elle se tournait pour quitter la salle de contrôle, une lumière rouge se mit à clignoter sur l'un des moniteurs. Une alerte de sécurité défila sur l'écran, intrusion des périmètres détectés. Véhicule approchant de la route d'accès nord. Y a-t-il un système de sécurité? Demanda Valérie. Monique retourna rapidement à l'ordinateur principal, trouvant un menu intitulé Sécurité. Un clic révéla plusieurs vues de caméras de la propriété. Sur la route nord, un pick-up poussiéreux se dirigeait vers l'installation centrale. Pouvez-vous dire qui c'est? Demanda Valérie. Non, mais ils utilisent la route d'accès, ils ne viennent pas en secret. Monique étudia les autres options de sécurité. Il y a un système de haut-parleurs. Nous pourrions essayer de communiquer avec eux. Avant qu'elle ne puisse agir, une autre alerte clignota. Véhicule reconnu. Personnel de maintenance autorisé. Monique se détendit légèrement. Il semble qu'il soit attendu. Votre mari est peut-être parti, mais quelqu'un s'occupe toujours de cet endroit, observa Valérie. Nous devrions explorer davantage avant qu'il n'arrive. Quelle était cette salle d'épreuve qu'il a mentionnée? Elles quittèrent la salle de contrôle, suivant un couloir plus profondément dans l'installation.
Chaque section révélait davantage la sophistication du sanctuaire. Elles passèrent devant des jardins hydroponiques où des légumes poussaient sous un éclairage spécialisé, une petite clinique médicale équipée de matériel moderne, et ce qui semblait être des salles de classe avec des bureaux adaptés aux enfants et aux adultes. Ce n'était pas juste une cachette, dit Monique avec admiration. C'était une communauté. Les gens vivaient ici, apprenaient ici. Votre mari leur a construit une petite ville souterraine, s'émerveilla Valérie. Le couloir s'élargit en un grand espace ouvert, clairement le cœur du sanctuaire. Un éclairage doux illuminait ce qui semblait être un espace de rassemblement communautaire avec des sièges confortables disposés en groupe de conversation. Un mur était dédié à une cuisine et une salle à manger pouvant servir des dizaines de personnes. Mais c'est le mur opposé qui attira l'attention de Monique. Du sol au plafond, il était couvert de photographies, des centaines, chacune avec une petite plaque en dessous. En s'approchant, elle réalisa que c'était une galerie de visages s'étendant sur 25 ans. Les gens qui ont trouvé refuge ici, murmura-t-elle. Des familles avec des enfants, des couples âgés, des individus de tous âges et de tous horizons. Certaines photos montraient des gens arrivant, l'air hanté, effrayés. Des images adjacentes montraient les mêmes personnes plus tard, souriantes, en voie de guérison. Une section intitulée « La galerie du courage » contenait des coupures de journaux à côté de photographies. Les titres racontaient des histoires de lanceurs d'alerte d'entreprises, de témoins de crimes, de militants écologistes, tous ceux qui avaient fait face à des représailles mortelles pour avoir dit la vérité. Valérie halta soudainement. « Chloé » murmura-t-elle, montrant une photographie d'une jeune femme avec ses yeux sombres et son expression déterminée. « Ma fille. » La plaque en dessous indiquait « Chloé Lefebvre, journaliste environnementale. » A documenté des déversements toxiques illégaux par des filiales de Méridien dans cet département. Tuée avant d'atteindre le sanctuaire, 2022. Les mains de Valérie tremblaient alors qu'elle touchait la photographie. Elle essayait de venir ici. Elle connaissait cet endroit. Monique passa un bras autour des épaules de la pilote. Jean essayait de l'aider. Je suis tellement désolé qu'il n'ait pas pu l'atteindre à temps. Au-delà de la galerie du courage se trouvait un couloir étroit avec un panneau indiquant MUR commémoratif. Ici, les photographies étaient moins nombreuses mais plus formelles. 34 portraits d'hommes et de femmes d'âge et d'horizons différents. Le mur des héros, dit une voix derrière elle. Monique et Valérie se retournèrent pour trouver un homme âgé debout dans l'embrasure de la porte. Son visage buriné et ses mains calleuses parlaient d'une vie de travail physique, mais ses yeux étaient vifs et évaluateurs. « Je suis Pierre Leroy, dit-il. J'entretenais les systèmes physiques ici. Quand le système de sécurité m'a informé que Monique Dubois était arrivée, je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Vous connaissiez Jean ? Demanda Monique. Pierre hocha la tête solennellement. Depuis 23 ans. Il m'a sauvé la vie, ainsi que beaucoup d'autres. Il désigna le mur des héros. Ce sont les fondateurs et les protecteurs du réseau de sanctuaires. 12 sanctuaires. 34 personnes clés qui les ont construits, entretenus et protégés. 11 ont été tués au cours des 2 dernières années. Les yeux de Monique trouvèrent le portrait de Jean parmi eux, récemment ajouté, le cadre encore brillant et neuf. Jean suspectait que son appareil cardiaque avait été compromis, continua Pierre. Il a laissé des instructions au cas où ses craintes se vérifieraient. Combien de personnes dépendent encore de ce sanctuaire ? Demanda Valérie. 34, répondit Pierre. La plupart ont été relogés lorsque la destruction systématique a commencé, mais ces 34 ne peuvent pas risquer de déménager à nouveau. Leurs cas sont trop médiatisés, leurs identités trop facilement traçables. Ils restent connectés au réseau du sanctuaire, mais sont dispersés dans des lieux sûrs à proximité. Il se tourna vers Monique, son expression grave. Jean a toujours dit que s'il lui arrivait quelque chose, vous viendriez. Il croyait complètement en vous. Je ne savais même pas que cet endroit existait avant hier, admit Monique. Il a dit que vous aviez la boussole morale la plus forte de quiconque il ait jamais connu. Qu'une fois que vous auriez compris l'enjeu, vous feriez ce qui est juste, peu importe la difficulté. Monique sentit le poids de la foi de Jean en elle. Une foi qu'elle n'était pas sûre de mériter. Il a mentionné une salle d'épreuve. Nous devons voir ce qu'il a collecté. Par ici. Alors qu'elle le suivait plus profondément dans l'installation, Monique remarqua Valérie s'attardant devant la photographie de Chloé, ses doigts traçant le visage de sa fille. « J'arrive tout de suite »,
cria Valérie. J'ai juste besoin d'un moment. Pierre conduisit Monique dans un autre couloir jusqu'à une lourde porte marquée simplement archives. Il entra un code et la porte s'ouvrit pour révéler ce qui ressemblait à une salle de crise d'un film d'espionnage. Des cartes couvraient les murs avec des épingles et des fils reliant divers endroits. Des classeurs bordaient un mur, tandis qu'une grande table au centre contenait des piles de documents organisés. Jean appelait cela sa salle d'épreuve, expliqua Pierre. Tout ce qu'il a rassemblé sur les crimes de Méridien est ici. Il se préparait à tout divulguer quand il s'interrompit. Quand ils l'ont tué, termina doucement Monique, en piratant son stimulateur cardiaque. Pierre hocha la tête sombrement. La même méthode qu'ils ont utilisée sur 3 autres fondateurs de sanctuaires. Introuvable, ça ressemble à des causes naturelles. Le crime parfait. Monique s'approcha de la table centrale où un épais classeur était ouvert. L'étiquette sur son dos indiquait simplement « le schéma meurtrier ». « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Les preuves qu'il a compilées sur la façon dont Méridien détruit systématiquement les sanctuaires et élimine les témoins, répondit Pierre. Tout est là. Leur méthodologie, leurs sociétés écrans, les personnes impliquées. Alors que Monique tournait les pages, l'ampleur terrifiante des opérations de Méridien devint claire. Il ne s'agissait pas seulement de faire taire quelques lanceurs d'alerte. C'était une opération sophistiquée pour éliminer quiconque menaçait leurs intérêts commerciaux. 34 personnes dépendent encore de ce sanctuaire, dit-elle. Et les bulldozers de Méridien arrivent lundi matin. Jean a toujours dit que si quelque chose lui arrivait, vous sauriez quoi faire. Monique fixa les preuves de la vie secrète de son mari, son courage, son sacrifice, son engagement inébranlable à protéger les vulnérables. Elle pensa à la promesse qu'elle avait tenue pendant 20 ans, et à celle qu'elle faisait maintenant à un homme qui ne pouvait plus l'entendre. Je ne sais pas encore quoi faire, admit-elle. Mais je sais que je ne peux pas m'en aller. Pas maintenant. Pas après avoir vu tout ça. Valérie apparut dans l'embrasure de la porte, son chagrin remplacé par de la détermination. Le camion est garé dehors. Je pense que votre homme d'entretien nous cherche. Pierre hocha la tête. Nous devrions rejoindre les autres. Ils vont bientôt se connecter. Les autres ? Demanda Monique. Les survivants ? Pierre expliqua, ils sont dispersés pour leur sécurité, mais ils restent connectés. Les protocoles de Jean étaient clairs. S'ils mouraient, vous viendriez, et le réseau devrait prendre des décisions ensemble. Ils attendent de vous rencontrer. Alors qu'elle quittait la salle d'épreuve, le téléphone de Monique vibra avec un SMS. C'était Sandrine. Monique, quelque chose d'étrange se passe. 2 hommes sont venus à ta maison poser des questions sur le travail de Jean en Provence. Ils ont prétendu être de l'APE, mais n'ont pas voulu laisser de carte de visite. Dans quoi t'es-tu embarqué ? Monique montra le message à Pierre, dont l'expression s'assombrit. Ça commence déjà. Méridien vous cherche, vous et tout ce que Jean aurait pu laisser derrière lui. Alors nous devons agir vite, dit Monique, un plan commençant à se former dans son esprit. Où rencontrons-nous ces survivants ? La salle d'épreuve était encore plus vaste que Monique ne l'avait initialement réalisé. Au-delà de la zone principale que Pierre leur avait montrée se trouvait une chambre secondaire accessible par une porte cachée, conçue pour ressembler à une partie du mur. Pierre appuya sa paume contre un panneau non marqué et le mur s'ouvrit en silence. Jean a intégré des redondances dans tout, expliqua Pierre. Cette pièce intérieure contient les informations les plus sensibles, les preuves qui seraient les plus dommageables pour Méridien et les plus dangereuses pour quiconque les possède. Le sanctuaire intérieur était plus petit mais encore plus méticuleusement organisé. Une chronologie dominait un mur, relatant les 25 ans d'évolution de Méridien, d'une entreprise industrielle régionale à une société mondiale de services environnementaux. Des marqueurs rouges indiquaient des incidents, déversements de produits chimiques, décès de lanceurs d'alerte, litiges mystérieusement réglés ou rejetés. C'est sur ça que Chloé enquêtait, dit doucement Valérie. Le schéma des accidents commodes, les captures réglementaires, les juges qui statuaient toujours en faveur de Méridien. Monique s'approcha d'une armoire étiquetée Réseau des sanctuaires. À l'intérieur se trouvaient des dossiers détaillés sur les 12 sanctuaires, y compris des plans d'architectes, des systèmes de sécurité et des protocoles d'évacuation. Une carte montrait leurs emplacements répartis dans tout le pays, des propriétés isolées en Provence, en Corse, dans le Massif central, en Guyane française et dans d'autres zones isolées.
3 ont déjà été complètement détruits, dit Pierre, montrant des emplacements marqués de X noirs. 4 autres, y compris celui-ci, ont été partiellement compromis. 5 restent pleinement opérationnels et inconnus de Méridien, pour autant que nous puissions en juger. Monique ouvrit un épais classeur intitulé Le schéma meurtrier, méthodologie. À l'intérieur se trouvait l'analyse détaillée de Jean sur la façon dont Méridien éliminait systématiquement les menaces. Il a identifié leur approche en 5 étapes, expliqua Pierre alors que Monique parcourait les pages. Premièrement, l'intimidation juridique, procès, lettres de cessation et d'abstention, plainte réglementaire. Deuxièmement, l'étranglement financier, gel des avoirs, annulation de contrats, pression sur les employeurs. Troisièmement, la destruction de la réputation, diffusion de fausses histoires, création de scandales, isolement social des cibles. Et si ça ne marche pas? Demanda Monique. Quatrièmement, les accidents naturels, défaillance de freins de voiture, fuite de gaz et noyade. Et enfin, si la cible est toujours debout, des interventions médicales, intoxication alimentaire qui déclenchent des conditions existantes, médicaments contaminés, et plus récemment, le piratage d'appareils à distance. Le visage de Valérie était devenu pâle. Les conduites de frein de Chloé. C'était l'étape 4. Oui, confirma doucement Pierre. Elle avait déjà résisté à leurs attaques juridiques, à la pression financière et à une campagne de dénigrement qualifiant son travail de sensationnalisme fabriqué. Quand elle n'a toujours pas reculé, ils sont passés à des solutions plus permanentes. Monique se tourna vers une section intitulée Assassinat des fondateurs. Les photographies de 11 personnes, hommes et femmes d'âge et d'horizons divers, la fixaient. À côté de chacune se trouvait un rapport détaillé sur leur décès. Les similitudes étaient glaçantes. Michel Martin, arrêt cardiaque pendant son jogging, 2022. Nadine Petit, arrêt cardiaque pendant son sommeil, 2023. Enzo Fournier, arrêt cardiaque pendant la natation, 2023, lut Monique les schémas à voix haute. Tous avaient des implants cardiaques. Tous les décès ont été classés comme cause naturelle. Et maintenant, Jean, ajouta doucement Pierre. Arrêt cardiaque pendant son jogging matinal, 2024. Monique ferma le classeur, incapable de supporter de voir le nom de son mari ajouté à la liste. Elle se déplaça vers une autre section de la pièce où des documents médicaux étaient classés chronologiquement. Jean était en train de monter un dossier sur les appareils cardiaques, expliqua Pierre. Il a découvert que tous les fondateurs décédés avaient eu leurs appareils consultés à distance peu de temps avant leur mort. Les journaux montraient une surveillance de routine du fabricant, mais le timing était trop fortuit. A-t-il pu prouver que les appareils avaient été piratés? Demanda Valérie. Pas de manière concluante. Mais il a trouvé autre chose. Pierre sortit un dossier intitulé Initiative Cœur Sécurisé. Méridien a créé une division spéciale il y a 5 ans, le programme Cœur Sécurisé, ostensiblement pour développer une meilleure technologie de surveillance pour les patients cardiaques. Mais leur document interne, que Jean a obtenu d'un lanceur d'alerte au sein de l'entreprise, raconte une histoire différente. Les documents détaillaient des recherches sur les capacités d'accès à distance des implants cardiaques, avec une attention particulière aux ajustements de paramètres maximaux et aux implémentations de protocoles silencieux. Ils militarisaient des appareils médicaux, murmura Monique, horrifiée. Oui, confirma Pierre. J'en croyais qu'au moins 17 personnes avaient été tuées de cette façon. Les fondateurs de Sanctuaire n'étaient que les cibles les plus récentes. Monique se déplaça vers une section axée spécifiquement sur les opérations financières de Méridien. Des registres et des relevés bancaires montraient de l'argent circulant à travers des dizaines de sociétés écrans. Un document attira son attention, une analyse de rentabilité intitulée Acquisition des propriétés sanctuaires. Ils ont gagné plus de 2,1 milliards en détruisant les réseaux de sanctuaires, dit-elle en parcourant les chiffres. Ils saisissent les propriétés par le biais de réclamations environnementales, les assainissent aux frais du contribuable, puis les développent en complexes de luxe et en réserves de chasse privées. Il ne s'agit plus seulement de faire taire les lanceurs d'alerte, dit Pierre. C'est devenu un modèle économique rentable. Identifier les sanctuaires, éliminer les fondateurs, invoquer des risques environnementaux, acquérir les terres pour une bouchée de pain, les développer pour un profit massif. Valérie examinait une autre section de documents. Il y a plus, dit-elle. Des profils sur les 34 survivants actuels, leurs antécédents, leurs preuves contre Méridien, leurs dossiers médicaux, leurs liens familiaux. Elle leva les yeux,
les yeux écarquillés d'horreur. Il prévoit de tous les éliminer. Monique se sentit mal. Ce n'était pas seulement des dossiers. C'étaient des êtres humains qui avaient tout risqué pour dénoncer la corruption et qui étaient maintenant traqués pour cela. Des médecins qui avaient documenté des symptômes de clusters de cancer inhabituels dans des communautés proches des installations de Méridien. Des ingénieurs qui avaient refusé de falsifier des rapports de sécurité. Des comptables qui avaient trouvé des preuves de fraude massive. Des gens ordinaires qui s'étaient simplement trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Le dernier projet de Jean consistait à tout compiler dans ce qu'il appelait le dossier complet, dit Pierre, montrant un conteneur scellé sur une étagère haute. Toutes les preuves, toutes les connexions, tous les noms des dirigeants de Méridien impliqués. Il l'a terminé 2 jours avant de mourir. Monique tendit la main vers le conteneur, mais Pierre l'arrêta. Une fois que vous l'aurez ouvert, vous deviendrez leur cible principale. Jean a été très clair à ce sujet. Il voulait que vous compreniez tout d'abord, puis que vous décidiez si vous étiez prête à prendre ce risque. Une notification retentit du téléphone de Pierre. Il est temps, dit-il. Les survivants se connectent pour le conseil d'urgence. Ils attendent de vous rencontrer. Alors qu'il se tournait pour quitter la salle d'épreuve, Monique s'arrêta devant une photographie encadrée qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle montrait Jean debout avec un groupe d'enfants dans ce qui semblait être la salle de classe du sanctuaire. Son visage était illuminé de joie alors que les enfants lui montraient des projets artistiques et des expériences scientifiques. Il prenait vie quand il était ici, dit Pierre. Il m'a dit une fois que même s'il aimait sa vie publique d'architecte, son véritable but était de construire des endroits où la vérité pouvait exister en toute sécurité. Monique toucha l'image du visage souriant de son mari. Je n'ai jamais connu ce côté de lui. Il vous a protégé en vous tenant à l'écart de ce monde, répondit Pierre. Mais il a aussi dit que si le jour venait où les mondes devaient entrer en collision, vous seriez l'allié la plus forte que le réseau de sanctuaires pourrait avoir. Je ne suis pas sûr d'être aussi forte qu'il le croyait. Nous sommes sur le point de le découvrir, dit Pierre. Le centre de communication occupait ce qui avait été autrefois une grande salle de classe. Des rangées de bureaux avaient été poussées sur le côté pour faire place à un agencement circulaire d'écrans et d'équipements. Pierre travailla rapidement, activant les systèmes et établissant des connexions sécurisées. Chaque survivant a un appareil de communication sécurisé, expliqua-t-il. Ils se connecteront via des canaux cryptés qui font rebondir les signaux sur plusieurs serveurs. Cela rend leurs emplacements intraçables. Valérie examina l'installation sophistiquée. C'est du matériel de qualité militaire. Jean avait des amis dans de nombreux endroits, répondit Pierre. Des gens qui croyaient en ce que nous faisions et qui contribuaient à leur manière. L'un de nos premiers résidents du sanctuaire était un expert en cybersécurité qui a conçu ce système. Les écrans s'animèrent un par un, chacun affichant un visage, certains clairement visibles, d'autres partiellement dans l'ombre ou montrés seulement en silhouette. 34 fenêtres, 34 personnes dont la vie dépendait du réseau de sanctuaires que Jean avait construit. Ce sont les survivants à haut risque restants, expliqua doucement Pierre à Monique. Des scientifiques, des ingénieurs, d'anciens employés, des témoins, tous avec des preuves contre Méridien qui pourraient détruire l'entreprise si elles étaient révélées. Le visage d'une femme âgée apparut sur l'écran central. Ses cheveux argentés tirés en arrière sévèrement, son expression grave mais bienveillante. Pierre, nous attendions. Est-ce vrai? Monique Dubois est-elle avec vous? Oui, Marie, répondit Pierre. Monique, voici Marie Leroy, ma femme. Elle coordonne la communication entre les survivants. Les yeux de Marie se fixèrent sur Monique à travers l'écran. J'en parlais souvent de vous. Il a été si prudent de vous tenir à l'abri de tout cela. Elle fit un geste pour englober le système du sanctuaire. Nous espérions ne jamais avoir à nous rencontrer de cette manière. J'aurais aimé que nous nous rencontrions dans des circonstances différentes, répondit Monique. J'essaie encore de comprendre tout ce que Jean a construit et tout ce contre quoi il se battait. Alors laissez-nous vous aider à comprendre, dit Marie. Elle se tourna pour s'adresser aux autres écrans. Amis, voici Monique Dubois. Comme Jean l'a exposé dans nos protocoles d'urgence, elle doit décider de l'avenir du réseau de sanctuaires et des preuves que nous avons rassemblées. Mais d'abord, elle a besoin de nous entendre. Un par un, les survivants commencèrent à parler. Un ingénieur chimiste décrivit avoir découvert une contamination toxique des eaux souterraines près d'une installation de Méridien, avoir été licencié lorsqu'il l'a signalé,
puis avoir trouvé sa maison vandalisée et ses enfants menacés. Un analyste financier détailla une fraude massive dans les contrats d'assainissement environnemental de Méridien, les contribuables payant pour des nettoyages qui n'ont jamais eu lieu. Un ancien agent de sécurité raconta avoir vu des cadres de l'entreprise ordonner la destruction de preuves avant une inspection réglementaire. Chaque histoire suivait un schéma sombre similaire, découverte d'actes répréhensibles, tentative de le signaler par les voies appropriées, puis escalade des représailles qui les ont finalement forcés à se cacher. Une jeune femme parlant d'une pièce faiblement éclairée attira particulièrement l'attention de Monique. « Je m'appelle Manon Garcia », dit-elle. « Mes parents étaient Antoine et Catherine Garcia, tués il y a 25 ans après que mon père ait découvert les déversements illégaux de Méridien. » Monique reconnut le nom de la vidéo de Jean. « Vous êtes l'une des enfants qui l'a aidé. » Manon hocha la tête. « J'avais 7 ans quand même. Leclerc a aidé ma tante à nous reloger. Il a créé de nouvelles identités pour nous et a payé pour notre éducation. Quand j'ai grandi, je suis devenue avocate en droit de l'environnement pour lutter contre des entreprises comme Méridien. Il y a 3 ans, quand ils m'ont relié à ma véritable identité, j'ai dû disparaître dans le réseau du sanctuaire. « Votre frère, Lucas ?» demanda Monique. « Il travaille pour Méridien maintenant. Il croit que la mort de nos parents était un accident et que je suis paranoïaque. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années. » Les histoires continuèrent. Un médecin qui a documenté des clusters de cancer inhabituels près des installations de Méridien. Un chauffeur de camion qui a refusé de déverser des déchets toxiques dans une rivière. Un journaliste qui a relié plusieurs catastrophes environnementales à des filiales de Méridien. Chacun avait perdu son ancienne vie. Beaucoup avaient perdu des liens familiaux. Tous vivaient dans la peur constante. Nous existons dans l'ombre depuis des années, expliqua Marie. Certains depuis des décennies. Le réseau de sanctuaires a été notre seule protection, mais maintenant Jean est parti et Méridien se rapproche. Ils seront au domaine de l'eau noire avec des bulldozers lundi matin. Nous avons moins de 48 heures, dit Monique. Ce n'est pas seulement l'eau noire, intervint la voix d'un homme depuis l'un des écrans. Son visage était caché, ne montrant qu'une silhouette. Je m'appelle Léo Moreau. J'ai travaillé dans le service juridique de Méridien avant de découvrir ce qu'il faisait vraiment. Ils mènent des actions coordonnées contre tous les sanctuaires restants. Ils ont déposé des demandes d'assainissement environnemental d'urgence dans 5 départements différents, toutes prévues pour la semaine prochaine. C'est leur coup de grâce, dit Marie gravement. Avec le départ de Jean, ils croient que le réseau est vulnérable. Ils ont l'intention de détruire toutes les preuves physiques et d'éliminer quiconque pourrait témoigner contre eux. Alors, que faisons-nous ? Demanda Valérie. Les survivants tournèrent leur attention vers elle. Ma fille Chloé est morte en essayant de dénoncer ces gens. Quel est notre plan ? Marie se tourna vers Monique. Selon les protocoles de Jean, cette décision revient à sa femme. Elle contrôle les preuves maintenant. Elle doit décider de les divulguer, de les détruire ou de les utiliser d'une autre manière. Tous les yeux se tournèrent vers Monique. Le poids de 34 vies et l'héritage du travail de son mari pesaient sur elle. Ces gens avaient déjà tant souffert, tant perdu. De quel droit pouvait-elle prendre des décisions qui affecteraient leur survie même ? J'ai besoin de savoir ce que vous voulez, dit-elle finalement. C'est votre vie qui est en jeu, pas la mienne. Que croyez-vous que nous devrions faire ? Marie hocha la tête en signe d'approbation. Une question juste. Procédons à un vote. 3 options. 1. Nous détruisons toutes les preuves et disparaissons plus profondément, abandonnant les sanctuaires mais préservant notre sécurité. 2. Nous remettons tout aux autorités fédérales et espérons une protection. 3. Nous ripostons avec une exposition publique coordonnée des crimes de Méridien. Un par un, les survivants votèrent. Malgré les risques différents auxquels chacun était confronté, le résultat fut unanime. 34-0 pour l'option 3. Manon Garcia parla au nom du groupe. Nous nous cachons depuis trop longtemps. J'ai passé 25 ans dans l'ombre à cause de ce que mon père a découvert. Je ne veux pas passer les 25 prochaines années de la même manière. Aucun de nous ne le veut. Un homme plus âgé ajouta, je n'ai pas vu mes petits-enfants depuis 7 ans. Je veux qu'ils sachent que je n'ai pas fui parce que j'étais coupable. J'ai fui parce que j'avais raison. Mais les risques ? Commença Monique. Nous comprenons les risques mieux que quiconque, interrompit Marie.
Nous avons vécu avec eux tous les jours. Mais il arrive un moment où se cacher devient sa propre prison. Manon se pencha vers sa caméra. M. Leclerc nous a protégés quand personne d'autre ne le voulait. Il a donné sa vie pour cette cause. Nous lui devons de terminer ce qu'il a commencé. Un homme plus jeune prit la parole. Jean a toujours dit qu'un jour nous atteindrions un point de bascule, où le coup de rester caché dépasserait le coup de se manifester. Je pense que nous avons atteint ce point. Monique regarda ces visages, certains clairs, d'autres dans l'ombre, tous portant le fardeau de vérité trop dangereuse à dire. Dans leurs yeux, elle vit le même courage qui avait dû animer Jean toutes ces années. Si nous faisons cela, dit-elle lentement, nous avons besoin d'un plan qui vous protège tous. Jean croyait que vous trouveriez un moyen, dit simplement Marie. Valérie s'avança. J'aiderai. Pour Chloé, pour tous les autres qui n'ont pas réussi à se mettre en sécurité. Pierre hocha la tête. Nous sommes avec vous, Monique. Nous tous. Monique redressa les épaules. La veuve de Jean se transformant sous leurs yeux en quelque chose de nouveau. Une gardienne de son héritage. Une protectrice de sa communauté. Pour Jean, dit-elle doucement. Pour Chloé. Pour tous ceux qui n'ont pas pu courir assez vite. Comme un signal, une alarme commença à retentir dans toute l'installation. Pierre se précipita vers un moniteur voisin, son expression s'assombrissant. Nous avons une faille de sécurité, annonça-t-il. L'alarme hurla dans le centre de communication alors que Pierre vérifiait frénétiquement les moniteurs de sécurité. Plusieurs avertissements rouges clignotaient sur les écrans. Que se passe-t-il? Exigea Monique. Plusieurs failles de sécurité, rapporta sombrement Pierre. Pas seulement une entrée physique. Nos systèmes sont sous cyberattaque. La voix de Marie se fit entendre de toute urgence depuis l'écran. Pierre, active le protocole Blackout maintenant. Sans hésitation, Pierre entra une séquence complexe dans le terminal principal. L'alarme s'arrêta brusquement et les lumières de l'installation s'éteignirent momentanément avant de revenir à la normale. Le protocole Blackout coupe les connexions externes et active nos systèmes de secours, expliqua-t-il à Monique et Valérie. Sur les écrans de communication, Marie s'adressa aux autres survivants. Tout le monde, lancez vos protocoles de sécurité personnelle. Déplacez-vous immédiatement vers vos emplacements secondaires. Silence radio pour les 6 prochaines heures. Rendez-vous sur le canal d'urgence à 21h. Un par un, les écrans s'éteignirent alors que les survivants se déconnectaient. Seule Marie resta. Monique, vous devez accéder immédiatement au centre de commandement, instruisit-elle. Pierre vous montrera comment activer les plans d'urgence de Jean. Alors que l'écran de Marie s'éteignait, Pierre conduisit rapidement Monique et Valérie à travers les couloirs jusqu'au centre de commandement principal de l'installation, une pièce qu'elle n'avait pas encore visitée, située au plus profond du complexe. À l'intérieur, des moniteurs mur à mur affichaient divers systèmes, flux de sécurité, contrôles environnementaux, réseaux de communication et quelque chose intitulé « Dispositif de l'homme mort ». Pierre se mit immédiatement au travail à la console centrale. Nous avons 3 crises qui se chevauchent, expliqua-t-il. Premièrement, l'intrusion cybernétique. Il tente de déclencher le protocole de purge des données. Purge des données? Demanda Valérie. Une fonction de sécurité que Jean a intégrée au cas où le sanctuaire serait compromis, expliqua Pierre. Elle effacerait toutes les preuves numériques et couperait les connexions au réseau de survivants. C'est conçu pour protéger les identités de tout le monde, mais si elle est déclenchée maintenant, nous perdrions tout ce dont nous avons besoin pour dénoncer Méridien. Un compte à rebours apparut sur l'un des écrans, 24 heures, s'égrenant seconde par seconde. C'est notre première échéance, dit Pierre. 24 heures avant que la purge automatique ne soit terminée. Je l'ai ralenti, mais je ne peux pas l'arrêter complètement. Quelle est la deuxième crise? Demanda Monique. La saisie légale. Pierre afficha des documents sur un autre écran. Des dépôts au tribunal, des ordonnances d'urgence, des privilèges sur la propriété. Méridien a obtenu une autorisation d'assainissement d'urgence. Leurs équipes arrivent à l'aube lundi pour prendre possession de la propriété. Un deuxième compte à rebours apparu, 36-12-00. 36 heures avant qu'il ne soit légalement autorisé à tout raser, marmonna Valérie. Et la troisième crise? Demanda Monique. L'expression de Pierre s'assombrit encore.
Les survivants. Nous avons intercepté des communications indiquant que Méridien a localisé plusieurs de leurs refuges. Ils mettent des équipes en position maintenant. Combien de survivants sont en danger immédiat? Exigea Monique. Au moins 12 ont été compromis. Les autres sont en danger s'ils tentent de se reloger. Pierre afficha une carte montrant des emplacements dans l'ouest des États-Unis. Des points rouges pulsaient à divers endroits. Méridien mobilise des ressources que nous n'avons jamais vues auparavant. C'est un plan d'extermination coordonné. Monique fixa les 3 comptes à rebours, chacun représentant un aspect différent de la même menace existentielle. Nous devons les avertir. Nous ne pouvons pas, interrompit Pierre. Le silence radio est notre seule protection pour le moment. Si nous les contactons, nous exposons leurs emplacements. Marie s'occupera du réseau de survivants. Notre travail consiste à sécuriser les preuves et à élaborer un plan de riposte. Une nouvelle alerte clignota sur les moniteurs de sécurité. Véhicule en approche, entrée principale. Les caméras montrèrent un SUV noir élégant s'arrêtant à l'entrée de l'installation. Une femme dans un tailleur impeccable en sortit, sa posture rayonnant d'autorité. Elle regarda directement la caméra de sécurité comme si elle savait exactement où elle était cachée. « C'est Isabelle Durand », dit Pierre, sa voix tendue de colère. La directrice des opérations de Méridien. « Elle est venue personnellement » demanda Valérie, incrédule. « C'est leur coup de grâce », répondit Pierre. Le système d'interphone crépita. La voix d'Isabelle Durand emplit le centre de commandement, cultivé et calme. « Madame Leclerc, je sais que vous êtes là. J'aimerais vous parler. Je suis seul et non armé, comme vos systèmes de sécurité peuvent le vérifier. Cela n'a pas besoin de devenir plus désagréable que ça ne l'est déjà. » Monique regarda Pierre, qui secoua fermement la tête. « C'est un piège. Elle sait que je suis ici, dit Monique. Et elle est venue seule. Cela suggère qu'elle veut négocier ou vous manipuler, répliqua Valérie. Ces gens ont tué ma fille. Ils ont tué votre mari. Vous ne pouvez faire confiance à rien de ce qu'elle dit. Une autre alerte retentit, celle-ci provenant du système étiqueté « Dispositif de l'homme mort ». Un message apparut, activation requiert authentification. Confirmation biométrique nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Demanda Monique. L'ultime sauvegarde de Jean, expliqua Pierre. Si tout le reste échouait, il a créé un réseau de dépôts d'informations sécurisé avec 47 journalistes à travers le monde. Un seul signal de ce système et chaque élément de preuve est simultanément diffusé à tous. Pourquoi n'a-t-il pas été activé? Il nécessite son authentification biométrique. Où? Pierre la regarda de manière significative. Point la vôtre, en tant que sa successeur désignée. L'interphone crépita de nouveau. Madame Leclerc, je comprends que cela soit accablant. Vous avez été plongée dans une situation que vous n'avez pas choisie. Mais il y a des aspects de cette histoire que vous n'avez pas encore entendus. Je vous offre une chance de résoudre cette affaire avec un minimum de dommages supplémentaires pour toutes les parties. Monique considéra ces options. Les 3 comptes à rebours continuaient leur progression implacable. Quelle que soit la décision qu'elle prendrait, elle affecterait non seulement sa vie, mais aussi celle de 34 personnes qui avaient déjà trop souffert. Je vais lui parler, décida-t-elle finalement, mais pas seule, et pas sans précaution. Pierre accepta à contre-cœur d'escorter Isabelle jusqu'à une zone de rencontre neutre au sein de l'installation, une salle de conférence avec plusieurs sorties et des commandes de sécurité. Valérie insista pour être également présente, ses yeux durs du souvenir de sa fille. Isabelle Durand entra dans la pièce avec l'assurance de quelqu'un habitué au pouvoir. Son tailleur sur mesure et ses cheveux parfaitement coiffés contrastaient fortement avec l'apparence de Monique, fatiguée par le voyage. Pourtant, c'est Monique qui contrôlait la pièce, assise en bout de table de conférence avec Valérie et Pierre à ses côtés. « Madame Leclerc », commença Isabelle. « Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes condoléances pour le décès de votre mari. Jean était un homme brillant. Un homme brillant dont l'implant cardiaque a été piraté par votre entreprise, répondit Monique. C'est une affirmation assez extraordinaire, qui serait exceptionnellement difficile à prouver devant un tribunal. Nous ne sommes pas au tribunal, intervint Valérie. Pas encore, le regard d'Isabelle se déplaça brièvement vers Valérie, puis revint à Monique. Je comprends. Les émotions sont vives.
C'est précisément pourquoi je voulais vous parler directement. Il y a une solution ici qui peut bénéficier à tout le monde. Je vous écoute, dit Monique. Méridien est prêt à créer une fondation au nom de votre mari, la Fondation Jean Leclerc pour la justice environnementale. Financement initial de 250 millions d'euros, avec 50 millions supplémentaires par an pour les 10 prochaines années. La Fondation soutiendrait des initiatives de protection de l'environnement, des programmes de protection des lanceurs d'alerte et la surveillance de la santé communautaire dans les zones affectées par l'activité industrielle. De plus, nous sommes prêts à offrir un soutien financier à vie aux personnes actuellement sous la protection de votre mari. Nouvelles identités, relocalisation dans des pays hors de notre portée, des allocations confortables à vie. Pas de poursuite, pas de questions posées. En échange de quoi? Demanda Monique. Toutes les preuves, tous les dossiers, des accords de confidentialité complets et les sanctuaires eux-mêmes, pour un assainissement environnemental approprié. Isabelle sourit finement. Votre mari a créé quelque chose d'admirable, Madame Leclerc, mais finalement insoutenable. Les gens ne peuvent pas vivre cachés éternellement. Nous leur offrons, ainsi qu'à vous, une porte de sortie. Propre, simple, financièrement sûre. Et si je refuse? Alors la machine judiciaire déjà en marche continuera. Les sanctuaires seront saisis par des moyens entièrement légaux. Les preuves, qui seraient irrecevables au tribunal en raison de la manière dont elles ont été obtenues, seront perdues dans le processus. Et les personnes que votre mari protégeait resteront en danger perpétuel, se déplaçant de refuge en refuge jusqu'à ce qu'elles commettent une erreur, comme elles le feront inévitablement. Elle se pencha en avant. J'en comprenais la réalité du pouvoir, Madame Leclerc. C'est pourquoi il a créé ce réseau élaboré en premier lieu. Il savait que les canaux conventionnels n'offraient aucune protection réelle contre des organisations comme Méridien. Je vous offre simplement une résolution plus humaine que celle qui se déroule actuellement. Monique étudia le visage d'Isabelle. Vous avez assassiné mon mari. Je n'ai rien à voir avec le décès tragique de Jean, répondit Isabelle. Mais je comprends que vous ayez besoin de trouver un coupable. Et Chloé Lefebvre? Demanda Valérie. Ma fille dont les conduites de frein ont été coupées. Était-ce aussi un décès tragique? Je ne connais pas ce nom. Menteuse, siffla Valérie. Isabelle se retourna vers Monique. L'offre est limitée dans le temps, Madame Leclerc. Le conseil d'administration de Méridien se réunit demain à midi pour finaliser notre approche de cette situation. J'ai plaidé pour cette solution généreuse. D'autres préfèrent des recours juridiques plus conventionnels. Elle se leva, ajustant son tailleur déjà impeccable. Vous avez jusqu'à demain midi pour décider. Les documents sont ici pour votre examen. Elle posa une carte de visite sur le portefeuille. Mon numéro privé. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Alors que Pierre escortait Isabelle dehors, Monique et Valérie examinèrent les documents. L'offre était méticuleusement détaillée, la structure de la fondation, les arrangements financiers pour les survivants, les termes de confidentialité. Elle avait clairement été préparée bien à l'avance. Il planifiait cela depuis avant la mort de Jean, observa Monique. C'est de l'argent sale, dit sèchement Valérie. Pierre revint, l'air sombre. Elle est partie, mais nous avons détecté des véhicules supplémentaires sur le périmètre pendant sa visite. Il surveille l'installation. Que pensent les survivants de l'offre d'Isabelle? Demanda Monique. Marie ne l'accepterait jamais, répondit Pierre. Aucun d'entre eux ne le ferait. Ils ne se sont pas cachés pour devenir riches. Ils l'ont fait parce qu'ils croient que la vérité compte. Monique se tourna vers le mur de moniteur où les trois comptes à rebours poursuivaient leur progression inexorable. La purge des données s'achèverait dans 22h17. La saisie légale de Méridien commencerait dans 34h29. Et quelque part dans l'ouest des États-Unis, les équipes de Méridien se rapprochaient de personnes dont le seul crime était d'avoir dit la vérité. Il nous offre un pacte avec le diable, dit-elle doucement. Le confort et la sécurité en échange du silence. Exactement ce qu'ils ont offert à ma fille avant de la tuer, dit amèrement Valérie. Monique pensa à Jean, à sa vie secrète, à son engagement acharné à protéger ses gens, à son sacrifice ultime. Que ferait-il à ce moment précis? Elle connaissait déjà la réponse. Nous n'acceptons pas leur offre, décida TL. Mais nous avons besoin d'un plan. Un plan qui protège les survivants tout en exposant Méridien.
Et nous en avons besoin avant que ces comptes à rebours n'atteignent zéro. Pierre hocha la tête. Jean a dit que vous choisiriez la vérité plutôt que le confort. Il avait raison sur vous. J'espère, dit Monique, fixant la carte de visite d'Isabelle. Parce que nous sommes sur le point de tout risquer sur une troisième option qu'elle ne nous a pas offerte. L'aube peignait les montagnes d'or et de cramoisie alors que Monique, Valérie et Pierre se rassemblaient dans le centre de commandement. Aucun n'avait dormi plus de quelques heures, soutenus par la détermination et un café fort. Les preuves de la pièce cachée de Jean étaient étalées sur la table de conférence, documents, clés USB, dossiers médicaux, états financiers. Le silence radio se lève dans 20 minutes, dit Pierre. Marie et les autres se reconnecteront alors. Monique hocha la tête, passant en revue une dernière fois son plan élaboré à la hâte. Les comptes à rebours poursuivaient leur progression implacable. 14 heures avant la fin de la purge des données. 26 heures avant l'arrivée des bulldozers de Méridien. Sommes-nous sûrs de cela? Demanda Valérie. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr, répondit Monique. Jean a passé 20 ans à construire ce réseau. Je ne le laisserai pas se terminer par un pot de vin et une dissimulation. Le système de communication sécurisé sonna, indiquant des connexions entrantes. Un par un, les survivants se rejoignirent, certains depuis de nouveaux endroits, d'autres visiblement tendus, mais en sécurité. Le visage de Marie apparut sur l'écran central. Nous avons perdu le contact avec 3 personnes, rapporta TL. Le docteur Maxime Bernard, Frédéric Rousseau et Anne Simon. Ils ont manqué le point de contrôle. Nous devons supposer qu'ils ont été compromis. Raison de plus pour agir vite, dit Monique, s'adressant au visage rassemblé. J'ai élaboré un plan, mais il requiert votre accord unanime. Tout le monde prendra des risques importants. Au cours de l'heure suivante, Monique exposa sa stratégie, une approche à plusieurs niveaux qui retournerait les propres tactiques de Méridien contre eux. Les survivants écoutèrent attentivement, posant occasionnellement des questions ou suggérant des améliorations. C'est audacieux, dit Manon Garcia. Mais ça pourrait marcher. La clé est la coordination. Chaque pièce doit bouger en parfaite séquence, souligna Monique. Si nous sommes ne serait-ce que légèrement décalés, Méridien aura le temps de contrer. Le vote fut rapide et unanime. Malgré le danger, il y avait un sentiment palpable de soulagement parmi les survivants. Après des années à se cacher, ils passaient enfin à l'action. Formons des équipes, suggéra Marie, chacune se concentrant sur un aspect spécifique du plan. Les 12 heures suivantes passèrent dans un flou d'activités intenses. Monique travailla avec une petite équipe de survivants ayant une expertise juridique pour préparer les dossiers de preuves, des sélections de documents adaptés à des journalistes, des législateurs et des agences de régulation spécifiques. Valérie et Pierre coordonnèrent avec des survivants ayant des compétences techniques, préparant l'infrastructure numérique nécessaire pour distribuer l'information de manière sécurisée et simultanée sur plusieurs plateformes. Marie organisa les survivants eux-mêmes, s'assurant que chaque personne comprenait son rôle et avait des plans d'urgence si les choses tournaient mal. À minuit, tout était prêt. Le compte à rebours de la purge des données indiquait seulement 2 heures restantes. Ils avaient réussi à le ralentir, mais ne pouvaient pas l'arrêter complètement. Tout ce qu'ils ne sauvegarderaient pas dans les 120 minutes suivantes serait définitivement perdu. Il est temps d'activer le dispositif de l'homme mort, dit Pierre. Monique posa sa paume sur le scanner biométrique. Le système vrombit, puis clignota en vert avec un message « Authentification primaire acceptée ». Authentification secondaire requise. Quelle est l'authentification secondaire? Demanda Monique. Pierre semblait tout aussi perplexe. J'en ai jamais mentionné de deuxième étape. Le système demanda « Veuillez répondre à la question d'authentification ». Où avez-vous dit « Je t'aime » pour la première fois à Jean Leclerc? Monique sourit malgré son épuisement. À la bibliothèque Mazarine, à Paris, répondit-elle. 3e étage, salle des manuscrits rares, devant une première édition de L'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Le système traita sa réponse, puis afficha « Authentification complète ». Dispositif de l'homme mort actif. 47 dossiers d'informations préparés pour distribution, en attente de la commande finale. 47 journalistes dans 28 pays, expliqua Pierre. Chacun recevra une partie unique des preuves, garantissant que personne n'a l'image complète, mais collectivement, ils ont tout. Et Méridien ne pourra jamais tous les arrêter,
ajouta Valérie. Monique se tourna vers les survivants assemblés sur les écrans vidéo. Est-ce que tout le monde est en position? Un par un, ils confirmèrent leur état de préparation. Certains semblaient effrayés, d'autres déterminés, tous engagés dans le plan qu'ils avaient créé ensemble. Alors commençons, dit Monique. Elle leva son téléphone et composa le numéro qu'Isabelle Durand avait laissé. Isabelle répondit à la première sonnerie. Madame Leclerc, avez-vous pris une décision? Oui, répondit Monique. J'aimerais vous rencontrer pour discuter des termes de votre offre. Je suis ravi de l'entendre, dit Isabelle. Disons 8 heures à votre installation? Je peux apporter les documents finaux. En fait, je pensais à un endroit plus public. Le grand hôtel du parc à Sisteron. Leur restaurant sert un excellent petit déjeuner. Une pause. C'est inhabituel, mais acceptable. 8 heures dans le restaurant principal. Une dernière chose, ajouta Monique. J'amènerai une invitée, Valérie Lefebvre. Je crois que le cas de sa fille Chloé devrait être inclus dans notre accord. Bien sûr. Tout ce qui peut amener cette affaire à une conclusion satisfaisante. Excellent. À 8 heures, Madame Durand. Le restaurant du Grand Hôtel du Parc bourdonnait de l'activité matinale habituelle. Des voyageurs d'affaires ayant des réunions autour d'un café, des touristes planifiant leur journée dans les montagnes. Monique et Valérie étaient assises à une table près des fenêtres, offrant une vue dégagée sur le parking et l'entrée. À 8 heures précises, Isabelle Durand entra, accompagnée de 2 hommes en costume sombre qui prirent position près de la porte. Elle s'approcha de la table de Monique avec un sourire professionnel, un portefeuille en cuir à la main. Madame Leclerc, Madame Lefebvre. Merci de me rencontrer. Elle s'assit gracieusement. Je suis heureuse que nous ayons pu organiser cette discussion civilisée. Civilisée? Répéta Valérie. Un choix de mots intéressant. Isabelle ignora le commentaire, se tournant vers Monique. J'espère que vous avez examiné les documents que j'ai fournis. Les termes sont assez généreux. Je les ai examinés, répondit Monique, et j'ai quelques questions sur les détails. Mais d'abord, j'aimerais clarifier quelque chose. Elle posa son téléphone sur la table, écran vers le haut. Cette conversation est enregistrée. J'espère que ce n'est pas un problème. Le sourire d'Isabelle se crispa presque imperceptiblement. Je ne vois pas pourquoi ce le serait, bien que cela suggère un certain manque de confiance. La confiance se mérite, Madame Durand. Méridien n'a pas fait grand-chose pour mériter la mienne. Parlons d'abord de la fondation, continua Monique. 250 millions d'euros est en effet généreux, mais je suis curieuse de la structure de surveillance. Votre proposition donne à Méridien le contrôle majoritaire du conseil d'administration. Pratique courante pour les fondations d'entreprise, répondit doucement Isabelle. Cela garantit l'alignement avec notre mission environnementale plus large. Ah, oui, votre mission environnementale. Monique ouvrit un dossier. Comme la mission qui a conduit Méridien à déverser des produits chimiques perfluoroalkylés dans la rivière au Noir pendant 12 ans. Ou la mission derrière le stockage de déchets toxiques dans des mines abandonnées près de villages isolés en région montagneuse. L'expression d'Isabelle ne changea pas. Ce sont des allégations non fondées. Si de telles preuves existaient, elles auraient été présentées aux autorités compétentes il y a longtemps. Comme les preuves que Chloé Lefebvre rassemblait avant son accident incommode? Demanda Valérie. Je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas ce nom. Une pointe d'impatience perçant à travers son vernis professionnel. C'est étrange, dit Monique. Considérant que votre entreprise a payé pour sa surveillance pendant 6 mois avant sa mort. Elle fit glisser un document sur la table, une facture de Méridien pour des services de surveillance de cible avec le nom de Chloé clairement visible. Madame Leclerc, nous sommes venus ici pour discuter d'une résolution mutuellement bénéfique, pas pour ressasser des théories du complot. Si vous n'êtes pas sérieuse au sujet de notre offre. Oh, je suis très sérieuse, interrompit Monique. Juste pas à propos d'accepter votre argent sale. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, puis tourna l'écran de son téléphone vers Isabelle. Dessus se trouvait un affichage simple, un compte à rebours montrant minuit 2. Dans 2 minutes, 47 journalistes du monde entier recevront simultanément des parties des preuves de mon mari contre Méridien. Chaque dossier est unique, contenant différents aspects des crimes de votre entreprise. Collectivement, ils racontent l'histoire complète.
Vous bluffez. Le New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Al Jazeera, The Sydney Morning Herald, récita calmement Monique. Plus 41 autres. Tous recevant leur dossier dans. Elle vérifia le téléphone. Point 1 minute et 53 secondes. Isabelle jeta un coup d'œil vers ses gardes du corps qui s'étaient visiblement tendus. Quoi que vous pensiez faire, ça ne marchera pas. Ces journalistes devront tout vérifier. Leurs services juridiques mettront des semaines à approuver la publication. D'ici là, nous aurons des injonctions en place. Peut-être, concéda Monique, mais les preuves sont assez convaincantes et très spécifiques. Les dossiers médicaux montrant votre programme cœur sécurisé développant des méthodes pour manipuler à distance les appareils cardiaques. Les pistes financières reliant Méridien à 11 morts accidentelles et de fondateurs de sanctuaires. Les analyses de profit montrant combien d'argent vous avez gagné en détruisant des propriétés comme le domaine de l'eau noire. Arrêtez ça maintenant. Nous pouvons renégocier les termes. Il est trop tard pour ça, dit Valérie. Et au cas où vous penseriez à faire en sorte que vos hommes nous fassent quelque chose de malheureux ici même dans ce restaurant. Elle fit un signe de tête vers les fenêtres où des camionnettes de chaînes d'information se garaient sur le parking. Nous avons invité quelques médias locaux à entendre notre histoire. Monique vérifia à nouveau son téléphone. 45 secondes. C'est une grave erreur, Madame Leclerc. Vous n'avez aucune idée des forces que vous alignez contre vous. En fait, si, répondit Monique. J'ai passé les 3 derniers jours à apprendre exactement de quoi Méridien est capable. La question est, comprenez-vous ce qui est sur le point d'arriver à votre entreprise? Ces accusations ne tiendront pas la route, insista Isabelle. Nous avons la meilleure équipe juridique du pays. Ce ne sont pas seulement des accusations, corrigea Monique. C'est de la documentation, des registres financiers, des mémos internes, des données médicales et des témoignages. 34 personnes prêtes à se manifester avec leurs histoires. Des témoignages de criminels et de fugitifs, se moqua Isabelle. Y compris mon mari? Demanda doucement Monique. L'architecte de renom dont l'implant cardiaque a été piraté 3 jours après qu'il ait terminé de compiler des preuves contre votre entreprise. Je pense que les gens trouveront son témoignage assez crédible. Le téléphone sonna doucement. Le compte à rebours avait atteint 0. C'est fait, dit Monique. Comme un signal, le téléphone d'Isabelle commença à vibrer avec insistance. Elle y jeta un coup d'œil, son expression se durcissant en voyant la cascade de messages entrants. Vous vous êtes fait un ennemi aujourd'hui, dit-elle. Non, corrigea Monique. J'en ai exposé un qui existait déjà. Isabelle se tourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta et regarda en arrière. Ce n'est pas fini. En fait, Madame Durand, l'appela Valérie, pour vous, ça l'est. Alors qu'Isabelle sortait, des journalistes locaux commencèrent à entrer dans le restaurant, caméra et microphone prêts. Le téléphone de Monique sonna. Pierre, appelant du sanctuaire. Ça a marché, rapporta Théil, l'excitation perçant à travers son calme habituel. Les 47 dossiers ont été livrés. Les journalistes nous contactent déjà pour vérification et informations supplémentaires. Et les survivants? Demanda Monique. Tous en sécurité. Marie a activé le protocole de relocalisation d'urgence, déplaçant tout le monde vers des endroits sécurisés jusqu'à ce que la tempête médiatique initiale passe. Merci, Pierre. Nous retournerons au sanctuaire dès que nous aurons terminé ici. Valérie parlait déjà avec les journalistes locaux, leur donnant un aperçu de l'histoire qui allait éclater au niveau international. Monique la regarda. Cette femme, qui avait perdu sa fille à cause de la cruauté de Méridien, jouait maintenant un rôle crucial dans la dénonciation de leurs crimes. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. J'en serais si fier de vous. ML. Marie Leroy. La contactant depuis l'endroit où elle s'était relocalisée pour coordonner les survivants. Pour la première fois depuis la mort de Jean, Monique ressentit un sentiment de paix au milieu du chaos. Ils avaient choisi la vérité plutôt que le confort, le courage plutôt que la sécurité. Alors que les journalistes se rassemblaient autour d'elle, avides de sa déclaration, Monique pensa aux paroles de Jean dans son dernier message. C'était mon combat, pas le tien. Ils s'étaient trompés sur ce point. Ça avait toujours été leur combat. Ils s'étaient juste battus depuis des positions différentes. 6 mois plus tard,
Monique se tenait dans la vallée de l'eau noire restaurée, regardant les équipes de construction travailler sur de nouvelles fondations. L'air printanier portait l'odeur du bois fraîchement coupé et de la possibilité. Là où se dressait autrefois un sanctuaire caché, une communauté dynamique émergeait à ciel ouvert. Des maisons et des installations pour des gens qui n'avaient plus besoin de se cacher. Difficile de croire que c'est le même endroit, remarqua Valérie. Elle était devenue une présence constante dans la vie de Monique, leur objectif commun forgeant un lien qui transcendait leurs origines différentes. Jean a toujours dit que cette terre serait un jour une véritable communauté, pas une cachette, répondit Monique. Les 6 mois qui avaient suivi leur confrontation avec Isabelle Durand s'étaient déroulés à une vitesse vertigineuse. La diffusion coordonnée des preuves aux journalistes du monde entier avait créé précisément l'effet d'avalanche qu'ils avaient espéré. Les principaux médias avaient publié l'histoire simultanément, rendant impossible pour Méridien de la contenir. Les révélations les plus dommageables provenaient des preuves médicales. 3 experts indépendants avaient confirmé que le programme Cœur Sécurisé avait développé des méthodes pour manipuler à distance les appareils cardiaques de manière à provoquer des dysfonctionnements mortels. Les registres financiers avaient révélé le réseau complexe de sociétés écrans de Méridien, utilisé pour acquérir des propriétés de sanctuaires après avoir éliminé leurs protecteurs. L'analyse des profits montrait qu'ils avaient gagné des milliards en développant ces terres en complexes exclusifs après les avoir obtenus par des réclamations environnementales frauduleuses. Les témoignages des survivants avaient fourni l'élément humain qui avait transformé les preuves techniques en un récit captivant. L'histoire de Manon Garcia, commençant par le meurtre de ses parents 25 ans plus tôt, avait particulièrement résonné auprès du public, retraçant le schéma de Méridien de faire taire les lanceurs d'alerte sur des décennies. « Avez-vous eu des nouvelles de Pierre et Marie aujourd'hui » demanda Valérie. Ils ont appelé ce matin de Paris. La commission sénatoriale est en train de conclure. Marie dit que les sénateurs semblent réellement intéressés à faire quelque chose, pas seulement à faire du théâtre pour les caméras. Les auditions parlementaires avaient commencé il y a 3 mois, enquêtant non seulement sur les crimes de Méridien, mais aussi sur la question plus large des représailles des entreprises contre les lanceurs d'alerte. Pierre et Marie Leroy étaient devenus les visages publics du réseau de sanctuaires, témoignant de l'effort de 25 ans pour protéger les personnes ciblées pour avoir dit la vérité. Et les affaires pénales ? demanda Valérie. Elles avancent, répondit Monique. Le FBI a déposé des accusations contre 17 dirigeants de Méridien jusqu'à présent, y compris Isabelle Durand. Son procès commence le mois prochain. En quelques semaines après la révélation, l'action de Méridien s'était effondrée et l'entreprise avait déposé le bilan. Ses actifs étaient vendus, une partie substantielle étant placée dans un fonds supervisé par le tribunal pour l'indemnisation des victimes. Je n'arrive toujours pas à croire que Lucas a accepté de témoigner, remarqua Valérie, faisant référence au frère de Manon, qui avait travaillé pour Méridien. Découvrir que la mort de ses parents n'était pas un accident a tout changé pour lui, dit Monique. Manon dit qu'ils reconstruisent lentement leur relation. 25 ans, c'est beaucoup de temps à rattraper. Elles regardèrent un camion livrer des matériaux à ce qui allait devenir le centre communautaire, le cœur du nouveau développement de la vallée de l'eau noire. La fondation Leclerc, établie avec l'argent de l'assurance vie de Jean et complétée par des dons qui avaient afflué après la publication de l'histoire, possédait maintenant les terres. Sa mission était de transformer l'ancien sanctuaire en un centre de recherche et d'éducation axé sur la responsabilité des entreprises et la justice environnementale. Les premières familles de résidents emménagent le mois prochain, nota Monique. D'anciens résidents du sanctuaire qui veulent faire partie de la construction de quelque chose de nouveau. Chloé aurait adoré cet endroit, dit Valérie. C'est pour ça qu'elle se battait. La vérité au grand jour, pas cachée. Un petit jardin commémoratif près du centre communautaire honorait ceux qui n'avaient pas vécu pour voir ce jour, Jean, Chloé et d'autres qui étaient morts en protégeant la vérité. Leurs histoires seraient enseignées au centre d'éducation, garantissant que les générations futures comprennent le coût du réseau de sanctuaires. Le téléphone de Monique sonna. Sandrine, appelant de Lyon où elle supervisait la conversion du cabinet d'architecture de Jean en une organisation à but non lucratif qui concevait des communautés durables. « Comment est l'air de la montagne ?» demanda Sandrine. « Ressourçant, » répondit Monique. « Comment vont les choses là-bas ?» Chargé. Les demandes pour le programme de protection des lanceurs d'alerte sont écrasantes. Nous en avons reçu plus de 300 le mois dernier seulement. C'était peut-être le résultat le plus significatif de leur dénonciation de Méridien, une conversation nationale sur la façon dont la société traite ceux qui disent des vérités dérangeantes.
La Fondation Leclerc avait créé un fonds de défense juridique et un réseau de soutien pour les lanceurs d'alerte, offrant une alternative à la clandestinité. Nous devrons encore agrandir le programme, dit Monique. J'y travaille déjà, répondit Sandrine. Oh, et cette journaliste de Le Point a encore appelé. Elle insiste pour faire votre portrait. Dis-lui ce que je dis toujours. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des gens qui ont vécu cachés pendant des années et de ceux qui sont morts en essayant de révéler la vérité. Après avoir terminé l'appel, Monique et Valérie descendirent vers le chantier de construction. Les ouvriers leur firent un signe de tête respectueux à leur passage. Beaucoup étaient d'anciens résidents du sanctuaire, maintenant employés, reconstruisant la communauté qu'ils avaient autrefois fui dans la peur. La maison de Marie et Pierre prenait forme près du bord de la propriété, une maison de retraite pour le couple qui avait consacré sa vie à protéger les autres. « Avez-vous décidé pour le poste à Paris ?» demanda Valérie alors qu'elles inspectaient les fondations de ce qui deviendrait la propre maison de Monique dans la vallée. La commission de protection des lanceurs d'alerte nouvellement formée avait offert à Monique un rôle de direction. Le poste lui donnerait une influence significative dans l'élaboration de la politique nationale sur la responsabilité des entreprises et la protection des témoins. « J'y réfléchis encore, répondit Monique. Une partie de moi veut rester ici, à construire ce que Jean a commencé. Mais une autre partie reconnaît que nous avons besoin d'un changement systémique. Vous pourriez faire les deux, suggéra Valérie. En effet, de nombreux anciens résidents du sanctuaire avaient assumé des rôles clés dans la Fondation Leclerc, leurs expériences uniques façonnant son travail. Manon Garcia dirigeait la division juridique. Léo Moreau, l'ancien avocat de Méridien, dirigeait le programme d'éthique des entreprises. D'autres apportaient leurs connaissances spécialisées en médecine, technologie et sécurité. Leurs compétences, autrefois utilisées pour survivre dans la clandestinité, étaient maintenant appliquées pour transformer les systèmes qui les avaient forcés à se cacher. Peut-être que vous avez raison, concéda Monique. Elles atteignirent le bâtiment central, le noyau originel du sanctuaire, maintenant reconverti en siège de la fondation. À l'intérieur, le mur des héros demeurait, bien qu'il ait été élargi pour inclure tous ceux qui avaient contribué à dénoncer les crimes de Méridien. Le portrait de Jean occupait une position centrale aux côtés de celui de Chloé Lefebvre et d'autres qui avaient donné leur vie. Monique s'arrêta devant l'image de son mari. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait gardé ce secret pendant 20 ans. Valérie lui serra doucement l'épaule. Il vous a protégé de la seule façon qu'il connaissait. Et maintenant, je protège son héritage de la seule façon que je connaisse. Dans un coin tranquille du bâtiment, ils avaient préservé la salle des preuves de Jean comme une archive historique. Chercheurs et journalistes pouvaient y accéder sur rendez-vous, étudiant la documentation méticuleuse des crimes d'entreprise et la réponse du réseau de sanctuaires. À côté, un nouveau centre de surveillance suivait les violations environnementales des entreprises et les cas de représailles contre les lanceurs d'alerte dans le monde entier. C'était le système d'alerte précoce de la Fondation, identifiant les situations avant qu'elles ne dégénèrent au point où les gens devaient disparaître. En quittant le bâtiment, Monique remarqua un bus scolaire arrivant au centre d'accueil temporaire. Un groupe de lycéens en sortie, faisant partie du programme éducatif qui amenait les jeunes à apprendre la responsabilité des entreprises et la prise de décision éthique. La prochaine génération, dit-elle, regardant les adolescents se rassembler autour de leur guide, un ancien résident du sanctuaire qui partageait maintenant son histoire ouvertement. Ils mèneront leur propre bataille, observa Valérie, mais espérons-le avec de meilleurs outils que nous n'en avions. La vérité de cette déclaration frappa profondément Monique. Ce que Jean avait construit en secret, un réseau de protection pour se cibler pour avoir dit la vérité, il le construisait maintenant au grand jour. L'existence même de la Fondation Leclerc et de la nouvelle communauté de la vallée de l'Eau Noire envoyait un message puissant, dire la vérité pouvait être plus sûr, plus rentable et plus respecté que la complicité dans le mal. Alors que le soir approchait, les résidents et les ouvriers du bâtiment commencèrent à se rassembler pour le dîner communautaire hebdomadaire, une tradition héritée des jours du sanctuaire. Des tables étaient dressées en plein air. Pierre et Marie rentreraient de Paris demain. Les autres survivants, n'étant plus cachés, arriveraient tout au long de la semaine pour la première conférence annuelle de la Fondation sur la responsabilité des entreprises. Parmi eux se trouveraient les 3 personnes qu'ils avaient craint de perdre pendant les derniers jours du sanctuaire, le docteur Maxime Bernard, Frédéric Rousseau et Anne Simon. Ils avaient réussi à échapper aux équipes de Méridien et s'étaient complètement retirés jusqu'à ce que la révélation médiatique leur permette de réapparaître en toute sécurité. Le soleil commença à se coucher derrière les Alpes, peignant la vallée d'or et de pourpre.
Le matériel de construction se découpait en silhouettes contre le ciel flamboyant, les charpentes de nouvelles maisons promettant un avenir où la vérité pourrait s'épanouir à la lumière du jour. Ce n'est pas ce que Jean a construit à l'origine, dit doucement Monique, contemplant le paysage transformé. Mais je pense que c'est ce qu'il a toujours espéré. Valérie hocha la tête. Pas une cachette, mais un phare. Alors que les membres de la communauté les appelaient à se joindre au dîner, Monique jeta un dernier regard à la vallée qui s'étendait devant elle. Ce n'était plus un domaine interdit, mais un héritage vivant du pouvoir de la vérité et du courage de ceux qui la protègent.